La mafia en danger, ça c'est une très bonne question de Didier Raoult, qui littéralement dénonce le système américain tel qu'il a été conçu depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, on va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière avec cette élection de Donald Trump. Et le post de Didier Raoult qui a été publié aujourd'hui est juste exceptionnel. Et si vous êtes contre ce système, si vous êtes pour la liberté d'expression, contre le mondialisme, vous êtes pour la souveraineté nationale et une bonne santé, une bonne défense et surtout qu'on respecte votre personne, vos droits et vos libertés, je pense que ce poste va vous plaire. Alors, Didier Raoult a dit la mafia en danger. Point d'interrogation. C'est nous les gentils complotistes, point d'exclamation. Avec Trump président, après un héroïque parcours, un casting exceptionnel va pouvoir se mettre en place. Donc on va faire un grand ménage, Musk arrive avec son lavabo, et on va faire un grand tri dans cette institution américaine qui est corrompue de A à Z. C'est une corruption verticale et il faut tout dégager, il faut faire place nette et mettre les bonnes personnes au bon endroit pour avoir un système qui fonctionne et surtout un système qui sera nettoyé de cette corruption et de cette substance moribonde qui fait que les pays et le monde entier, parce que l'Amérique et les autres pays qui peuplent la Terre, sont tous impactés par l'état profond qui était incrusté profondément, très profondément aux États-Unis. Et là, ça va mettre un coup de pied dans la fourmilière et on repart sur une feuille blanche, presque blanche, une feuille grise en tout cas, et on va essayer de faire en sorte que ce monde tourne un petit peu mieux. Et ça fait vraiment peur à tous ces gagas européens, donc Macron, Van der Leyen, les autres pays, enfin, tous ceux qui font partie de ce système corrompu. Clairement, ils sont en train de se chier dessus parce que ça remet leur existence en cause. On a une économie à plat, on ne représente plus rien sur la scène internationale, on s'est fait vider notre substance par les autres pays, on les a enrichis. Donc, les 27 pays de l'Union européenne se sont massivement appauvris, pendant que d'autres, c'était déjà des géants, sont devenus des titans. Et aujourd'hui, avec ce rabattement de cartes, ils se rendent compte. Et là, ils sont en train de se chier dessus, clairement. Ils sont en train de tout remettre en cause, là. Ils sont en train de se dire, là, il faut accélérer, il faut faire en sorte que on remonte la pente, il faut s'endetter, se surendetter, il faut pas se laisser aller, quoi. Faut pas se laisser dissoudre. Voilà, faut continuer d'exister. Donc là, nous, en Europe, on va prendre cher. Mais là-bas, aux États-Unis, on a Musk qui peut restaurer la liberté d'expression et aider à supprimer la censure qui a explosé dans le monde occidental, détruisant nos valeurs démocratiques. En France particulièrement, on a de la censure. En Europe, il y a de la censure. On a eu quand même Thierry Breton qui a essayé de faire censurer les réseaux sociaux, qui a quand même participé à intégrer la loi DSA, donc Digital Service Act, qui en gros est une forme de censure. Il faut obliger les entreprises qui gèrent les médias sociaux à partager des données, à censurer, etc. Donc une perte littéralement de la liberté d'expression. Donc ça va contribuer à aider nos pays et l'Occident, j'espère en tout cas, à libérer tout ça, à dégager cette censure et à rendre la liberté d'expression au peuple pour une vraie démocratie. Parce que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Sans liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie. Tu ne peux pas t'exprimer, tu ne peux pas montrer des choses. Tu es contraint de subir le discours du système et tu n'as pas d'autre moyen que de te laisser faire. Alors qu'avec la liberté d'expression, tu peux pointer du doigt des problèmes, tu peux dénoncer des choses, tu peux contredire des faits, tu peux te défendre. Et sans liberté d'expression, il n'y a tout simplement pas de démocratie. Le sénateur Kennedy qui reprend le combat de son père Bob Kennedy contre la mafia moderne, c'est-à-dire les GAFA, donc Bill Gates en tête et la Big Pharma. Je pense que bon, vous avez tous eu récemment une petite histoire qui s'est appelée la pandémie de 2020. Et vous avez tous pris une, deux ou trois, voire plus dans le bras, doses. Donc je pense que vous savez de quoi on parle. Et ça va bien plus loin que ça. Ça va jusqu'aux viandes de synthèse. Ça va très loin, la Big Pharma. D'accord. La malbouffe, tout ça, les problèmes de santé qu'on va te créer pour pouvoir vendre des produits et faire de toi un produit de l'industrie pharmaceutique, ça va très loin.
Et ça, c'est en train de buter des gens, c'est en train de flinguer des pays. Et franchement, ça serait bien de foutre un grand pied dans la fourmilière aussi et de dégager tout ça pour retrouver un semblant de sécurité sanitaire. Et pas on t'impose des injections dans tous les sens. On va essayer de trouver des vaccins pour tout et n'importe quoi. Jusque peut-être on va te vacciner pour la flémingite ou la connerie ou je ne sais pas, hein. Peut-être qu'ils vont trouver ce genre de vaccin, ils vont te les imposer. Donc, il serait temps que voilà, ça s'arrête tout ça. Il serait temps que ça s'arrête. Et donc, c'est une très bonne nouvelle que Kennedy reprenne le combat contre cette mafia moderne des GAFA, et notamment de la Big Pharma. Donc, je vous conseille de lire son livre, référence Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, traduit de l'américain The Real Anthony Fauci par R.F. Kennedy Jr. Corruption, achat de la presse, achat des politiques, vente de drogues addictives dérivées de la morphine, c'est le miroir de la mafia des années 60. Voilà ce qu'est la Big Pharma et Bill Gates avec ses fondations, cette tendance à vouloir à faire de la philanthropie, mais de la philanthropie qui va te rapporter énormément de cash. Je crois que sa fortune a doublé depuis qu'il en fait, donc c'est assez incroyable. Et bizarrement, il est partout. Il est partout, ce mec. Et ça devient un petit problème. Et là, depuis que Trump est passé au pouvoir, il y a des révélations qui risquent de se faire avec justement l'affaire Epstein. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Mais le fait est que cette mafia commence à se chier dessus. Kennedy a dû changer de camp tant les démocrates étaient corrompus et liés aux manipulateurs de l'information. C'est très bien d'avoir changé de camp et d'avoir rejoint le camp du bien, hein, finalement. Personnellement, pour moi, c'est le camp du bien. Ce système de dingue, corrompu, qui détruit des vies et qui s'enrichit sur la misère du monde, sur la mort, etc., j'en veux plus. J'en veux plus. Et moi, si vous adhérez à ça, bah dites-vous que, de mon point de vue, vous adhérez aussi au camp du mal, hein. Donc c'est bien que ça s'arrête tout ça. Ça serait bien que ça s'arrête. J'ai pas dit que ça allait s'arrêter. C'est pas aussi facile que de mettre quelqu'un au pouvoir et puis dire bon, c'est fini. Non, c'est tentaculaire, c'est profond, état profond. C'est tentaculaire, c'est des milliardaires, c'est des grosses industries, ça va être très dur. Mais si on peut déjà atténuer cette mafia et la mettre au placard, comme on pourrait mettre Macron au placard, très honnêtement, je suis preneur. Je suis preneur. Donc, Musk a été amené à acheter Twitter pour lever la censure gouvernementale illégale aux États-Unis. Il a fait un très mauvais deal en termes financiers parce que l'entreprise était surévaluée par rapport à sa vraie valeur. Je crois que c'était un truc avec l'EBITDA ou un truc dans le genre. Donc en gros, par rapport à ce ratio financier, il y avait la valeur de l'entreprise qui avait été établie, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. Et du coup, ça ne valait vraiment pas le coup. Le prix qu'il a payé ne valait pas le coup par rapport à ce qui était vendu. Mais il a réussi du coup à s'accaparer un organe médiatique qui est devenu le plus gros réseau social de libre information et donc de liberté d'expression. Et ça, c'est un outil puissant. Les médias sont des outils extrêmement puissants, mais posséder son propre média et faire en sorte que tous les peuples de la planète, tous ceux qui veulent venir, utiliser cette plateforme pour partager des choses et s'exprimer librement, puissent venir sur cette plateforme et s'exprimer librement, c'est un pouvoir phénoménal. Parce qu'en donnant du pouvoir au peuple, lui en retour, il reçoit un pouvoir exponentiel en fait. On ne le voit pas encore, mais je pense que d'ici quelques années, enfin on commence à en voir les prémices, d'accord, on a un basculement dans le sens où les médias mainstream sont en train de perdre la main. Et c'est pour ça qu'ils essayaient de censurer à mort tous ces médias sociaux. C'est parce que le peuple peut reprendre le pouvoir. Le peuple a un moyen de s'exprimer, il a un moyen de contourner les médias mainstream, il a un moyen de contourner le discours officiel qu'on leur impose. Et donc, ils peuvent déjà dénoncer, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent s'informer, se réinformer. Et ça leur fait peur. Parce que quand ils perdent ce pouvoir médiatique, ils perdent un levier d'influence phénoménal. Parce que les médias font partie du pouvoir, d'accord? C'est un levier de pouvoir. Et forcément, ça, c'est emmerdant. Et financièrement, c'est un très mauvais deal. Par contre, c'est un move de malade en termes d'influence et de pouvoir pour Elon Musk. La démocratie américaine avait défini 2 champs pour empêcher le totalitarisme du capitalisme.
Donc le totalitarisme du capitalisme, c'est simple, c'est plus tu as du capital, plus tu as du pouvoir. Et plus tu peux appliquer ce pouvoir sur l'ensemble de ce que tu fais en termes d'activité. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'accapares tout, et à la fin, quand tu as tout, bah, c'est toi qui as le pouvoir d'appliquer du totalitarisme. Tu as le pouvoir en fait. C'est toi qui appliques ta propre loi, tes propres règles, et les autres n'ont qu'à bien se tenir. Et donc, il y a des lois pour éviter ça. Ça me rappelle que en 2020, j'avais commencé à écrire un livre. Je ne l'ai pas terminé, pas publié, mais globalement, ça va, je pense, pas tarder à sortir. Et dans ce livre, j'avais vu une étude qui a été faite en 2007. Je vais vous la montrer, enfin, je vais vous montrer vite fait, hein, vous allez comprendre. Donc, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Zurich, donc c'est très sérieux, publié le 26 octobre 2011 dans une revue scientifique en ligne. Donc je vous mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la consulter si ça vous intéresse. Et donc en fait, ça prend un échantillon de 43 060 entreprises qui sont actives sur les 5 continents en 2007. Donc ça remonte un petit peu, tiré d'un échantillon d'environ 30 millions d'acteurs économiques contenus dans la base de données Orbis 2007. Donc la base de données, elle est dépassée, d'accord, elle est périmée. Mais ça va vous donner une idée de ce qu'était le monde avant et une micro-idée de ce qui doit être aujourd'hui, vu le niveau de mondialisme et de financiarisation de tous les secteurs économiques. Donc en gros, son objectif était d'analyser les liens capitalistiques entre les acteurs économiques mondiaux et de déterminer la part du chiffre d'affaires mondial contrôlé directement et indirectement par chaque entreprise. D'accord ? Et vous allez voir que le résultat, il est incroyable. Les résultats de cette étude sont frappants. Elle révèle l'existence d'un noyau composé de 147 multinationales qui monopolisent à elles seules 40%. 40% du chiffre d'affaires généré par les entreprises dans le monde. D'accord ? 147 multinationales monopolisent 40% du chiffre d'affaires global des entreprises dans le monde. Est-ce que c'est pas juste délirant ? Ces multinationales interconnectées représentent ainsi plus de 40% de l'ensemble des activités économiques, industrielles et financières à échelle mondiale. Il s'agit d'un ensemble d'entreprises où chaque membre possède des actions à la fois directement et indirectement dans toutes les autres entreprises du groupe. Entre autres, à terme, il s'agit d'un ensemble de sociétés fortement interconnectées où la majorité des parts de chaque société est détenue collectivement par les autres sociétés du même groupe. Donc en gros, elles sont tellement interconnectées que finalement, toutes les entreprises individuellement forment un noyau dur qui font qu'en fait, ces entreprises-là, quand elles sont ensemble, elles ont un pouvoir sur quasiment tout. Et c'est ça un peu l'état profond, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des acteurs politiques qui vont se mêler à des acteurs économiques, et ces acteurs économiques sont tellement puissants, ont tellement de capital, qu'ils peuvent appliquer sur des États leur volonté et les faire plier. Et c'est ce qui se passe depuis des dizaines d'années en fait. Le secteur économique, cette financiarisation, cette puissance du capital, et le capital c'est le pouvoir, a plus de pouvoir que les États. Et ce noyau dur là, que vous voyez là, il a sûrement énormément évolué, hein. Il n'y a qu'à voir comment les riches se sont enrichis depuis 20 ans. Imaginez un petit peu la puissance de ce noyau dur, comment il doit être aujourd'hui. Et c'est un échantillon, d'accord ? C'est un échantillon de 30 millions d'acteurs économiques qui étaient contenus dans la base de données en 2007. Imaginez le délire, imaginez le délire. Donc, ce noyau dur peut être considéré comme une super entité économique qui soulève de nouvelles questions importantes tant pour les chercheurs que pour les décideurs politiques. Parce que oui, autant de pouvoir concentré dans des multinationales, bah ça fait plier des États pour de vrai. Pour de vrai. Sauf quand tu fais partie de l'Union européenne, où là, c'est toi qui es plié, donc plié in the game, parce que les mecs sont tellement blindés dans leur idéologie qu'ils sont prêts à détruire leur économie pour arriver à leur fin. Quel que soit le plan qu'ils ont prévu à la fin, le plan final, ils sont prêts à tout couler, idéologiquement. Donc toi, si tu es dans ce système et que tu as une multinationale, bon, l'Europe, ça va quoi, hein. On va peut-être aller faire des affaires ailleurs. L'Europe, on va la laisser crever. Et on reviendra, on achètera tout ce qu'il y aura à acheter quand ce sera pas cher, quand ça aura collapsé.
Et puis on fera du business après. On reconstruira derrière sur un champ de ruines, de cendres. Mais c'est pas grave. On a le capital, on a la puissance de frappe. Donc le jour où l'Europe sera à terre, ne vous inquiétez pas, on sera là. Mais pour l'instant, on n'est plus là. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe actuellement, hein. Tous les organes de production délocalisent massivement à droite à gauche. Par exemple, tu as des entreprises, des usines. Je crois que c'est Volkswagen qui part aux États-Unis. Tu as Porsche qui est parti aux États-Unis. Enfin, bref, c'est des exemples d'entreprises, mais il y a majorité d'entreprises qui partent de l'Union européenne parce qu'ils n'ont plus intérêt à faire du deal là-dedans. Mais globalement, sur les autres pays, un noyau dur comme ça marche très bien sur un État profond. Et c'est ça que Trump va combattre aujourd'hui. Et à terme, peut-être qu'on va y mettre fin. Mais bon, enfin, je veux dire, imaginez la puissance colossale que ça représente aujourd'hui. Je pense que Trump, il a du souci à se faire. Et je pense que sa vie est littéralement en danger. Ça, c'est mon point de vue, hein. C'est mon point de vue à moi, mais je pense que l'État profond va essayer de l'assassiner 1, 2, 3 fois, 10 fois. Et peut-être qu'il va y arriver, hein. Si c'est pas lui, ce sera Trump, ça sera Kennedy, et ce sera tous les autres, toutes les autres personnes qui seront au pouvoir, aux commandes, et qui essaieront de faire couler ce noyau dur et cet État profond qui les contrôle toutes, hein, tous. Donc, en d'autres termes, ces multinationales interconnectées exercent une influence considérable sur l'économie mondiale et sont presque omniprésentes dans le monde industriel. Il est illusoire d'attendre d'elles qu'elles rétablissent l'équilibre et la justice sur la balance des inégalités. Oui, parce qu'au début de ce livre, je parle des inégalités, voilà, le gap qu'il y a entre la pauvreté et les riches de ce monde, les 1% les plus riches et le reste de la population. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, bah, il n'y a pas eu encore la pandémie, bon, ça commençait seulement. Aujourd'hui, je peux réécrire ce livre, je peux changer les données, parce elles ont doublé. Les riches, les ultra riches, sont devenus encore de plus en plus riches. Les institutions financières telles que BlackRock se sont encore plus renforcées. Donc en gros, ce que j'ai écrit dans ce livre, je peux déjà le réécrire. Et je pense que si j'attends encore 2 ans, je pourrais encore le réécrire. Donc c'est compliqué. C'est pour vous dire à quel point le capital devient dangereux dans ce monde. Voilà. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet du début de ce livre. Je parle justement de ces. Hein, je parle de BlackRock, d'Aladin, etc. Bref, je ne vous spoil pas le livre. S'il vous intéresse quand il sera sorti, bah, je vous partagerai. Mais globalement, voilà, ça montre à quel point ça devient dangereux, tentaculaire, et qu'il faut absolument réduire à son minimum la puissance du capital dans les mains des entreprises, parce que ça peut faire plier des gouvernements, ça peut faire plier des États, ça peut faire plier des pays. C'est ce qui est en train de se passer avec l'Union européenne, d'accord? Donc, bon, on va revenir sur ce que disait docteur Didier Raoult. Donc, le premier est la loi anti-monopole. Donc, le premier, c'est le champ défini pour empêcher le totalitarisme du capitalisme. Donc, on revient, voilà. Donc, le premier est la loi anti-monopole. Gates en avait déjà fait en partie l'expérience il y a 20 ans. Mais la réponse à cette loi est la constitution du consortium échappant à la loi anti-monopole, y compris dans les presses médicales, et de créer des fondations pseudo-philanthropiques permettant de défiscaliser et de déterminer au nom des bons sentiments de la politique de santé mondiale, par l'intermédiaire de l'OMS, eh bien, leur façon de faire, quoi, leur façon de gérer leurs affaires. C'est-à-dire qu'en gros, sous couvert de philanthropie, bah, ça s'immisce un petit peu partout dans les affaires mondiales et ça va décider de ce que tu vas bouffer, de ce que tu vas te faire injecter dans le corps, euh, de la merde que tu vas bouffer littéralement en gérant des lobbies de l'alimentaire par exemple. Qu'on va te faire bouffer gras, salé, on va te faire bouffer de la malbouffe saturée de graisse, etc. Au final, ta santé se dégrade, on va te faire bouffer du tabac, on va te faire bouffer de l'alcool, enfin bref, tu as compris. On va faire en sorte que ton niveau de santé se dégrade à mort, et ensuite on va faire tourner les industries des big pharma, par exemple. Et tout ça sous couvert de philanthropie, parce qu'on va donner beaucoup d'argent avec nos associations, nos fondations, etc., dans l'OMS, etc. D'ailleurs, ils sont majoritaires, donc ils contrôlent l'OMS en partie. Bref, vous avez compris l'idée, quoi. Tu as du capital, tu mets sous couvert de philanthropie, donc en gros de générosité, de dons, de tout ce que tu veux, de l'argent
dans des entités qui vont pouvoir gérer à ta place. Et finalement, c'est toi qui as les rênes. C'est toi qui as les rênes. Donc c'est un moyen détourné de contourner cette loi contre le totalitarisme du capitalisme. Ensuite, le deuxième champ, c'est la lutte contre les crimes en col blanc. Donc les crimes en col blanc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple, on va aller voir sur Wikipédia, évidemment. Donc, le crime en col blanc est une catégorie de criminalité financière introduite par Edwin Sutherland en 1939 dans la langue anglaise White Collar Crime. Un très bel accent, magnifique, qu'il définit comme un crime commis par une personne respectable et de haut rang social dans le cadre de sa fonction, donc fonction publique par exemple pour nos dirigeants politiques. Le terme est ensuite traduit en français par crime en col blanc. Donc pour désigner le col des travailleurs du secteur des services, le col bleu étant celui des travailleurs manuels, donc du prolétariat. Donc voilà ce que c'est les crimes en col blanc, dont la corruption des acteurs de décision et les conflits d'intérêts qu'on a vu exploser. On a eu pas mal des conflits d'intérêts et des décisions bizarres, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit dans les autres pays. Ça explose dans tous les sens. Et évidemment, le discours officiel ne va pas te le dire, hein. On va te faire croire que c'est pour la bonne cause, que c'était les meilleures décisions à prendre, que c'était les meilleurs choix à faire, que tout est beau, que tout est blanc, que tout est merveilleux. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. En attendant, il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui prennent des décisions qui tuent réellement des personnes. Bref, c'est des crimes en col blanc. C'est des gens qui font des choses dégueulasses en vrai, hein, qui font des choses dégueulasses grâce au pouvoir du capital. Et ces gens-là, il faudrait pouvoir les attraper, les juger et les mettre en prison. C'est pas négociable en fait, tu les fous en tôle. Ils font crever des gens pour s'enrichir, tu les fous en tôle. Et j'irai même plus loin, d'accord? Réfléchissez à ce que je veux dire par là. Donc, l'Amérique avait perdu ses valeurs. Donc, ces deux champs qui étaient destinés à se protéger à la fois des crimes en col blanc et aussi contre le capitalisme et donc le totalitarisme du capitalisme. Bonne chance à Kennedy, j'espère qu'il ne finira pas assassiné comme son père qui avait fait de la lutte contre la mafia et le fonds de pension du syndicat des camionneurs, ancêtre des fonds de pension BlackRock, troisième budget mondial après les États-Unis et la Chine, ce qui n'est pas rien, et Vanguard, septième budget mondial, son but essentiel. Il s'est fait assassiner pour ça, son père. Et je crois même que son frère s'est fait assassiner aussi. Donc son père, qui était président des États-Unis, s'est fait assassiner parce qu'il combattait la mafia, il combattait aussi la CIA, et ça a suffi à commanditer un assassinat et il l'a payé de sa vie. Et aujourd'hui, Kennedy Jr. s'apprête à reprendre le flambeau sur la question de la santé. Et donc, il va aller combattre les Big Pharma et c'est pas rien, mine de rien, c'est pas rien. Ils ont, euh, voilà, ils ont quand même le monopole du capital, un pouvoir exceptionnel, et ça va être un combat acharné où sa vie va probablement être en jeu. Moi, je pense que Elon Musk est en danger, que Kennedy Jr. est en danger et que Trump est en danger. Et puis sûrement d'autres personnes qui font partie de cette nouvelle institution des États-Unis. D'accord? Tous ceux qui vont arriver pour changer les cartes, rabattre les cartes. Donc ça, l'État profond, il ne va pas accepter. Les Big Pharma, ils ne vont pas accepter. Tous ces GAFA ne vont pas accepter. Tous ceux qui ont le monopole du capital, les ultra-milliardaires qui, finalement, dirigent le monde, hein. Clairement, je vous l'ai montré sur cette étude. Imaginez maintenant. J'aimerais bien que cette étude soit refaite avec les données d'aujourd'hui. Rien que pour voir à quel point la financiarisation et le capitalisme, donc le capital, et à quel point il est développé, à quel point il est tentaculaire, à quel point il est puissant, et à quel point aujourd'hui il a du pouvoir sur les États du monde entier. J'aimerais bien voir cette étude mise à jour. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'étude mise à jour. Mais j'imagine vraiment, hein, il n'y a qu'à voir comment le monde tourne aujourd'hui, j'imagine vraiment à quel point ça doit être tentaculaire et à quel point les États sont éclatés au sol, quoi. Et le fait que Trump soit passé au pouvoir et qu'aujourd'hui ils aient la détermination de mettre tout ça à genoux, ça va être incroyable. Mais ça risque d'être incroyablement dangereux pour eux. Donc effectivement, docteur Didier Raoult souhaite à Kennedy Jr. de ne pas se faire assassiner comme son père et son frère. Voilà, donc la gauche s'est mise à défendre le capitalisme le plus débridé. Il faut mettre fin à la corruption généralisée.
Bon courage, Donald Trump, Elon Musk, Robert Kennedy Jr., Tucker Carlson, et j'en passe. C'est une excellente lettre, entre guillemets, destinée à ces personnes. C'est un message d'encouragement, c'est un message du cœur pour que les choses changent. Surtout que Didier Raoult, lui, a été victime de ce système corrompu. Ah bon, ça va, il est vieux, entre guillemets, il est déjà en retraite, il a fait sa carrière. Il n'exerce plus donc toutes les sanctions qui sont prises contre lui. Bon, il s'en fout un petit peu. Mais le problème, c'est que ces sanctions, elles coulent, elles ruissellent sur tous les autres scientifiques, tous les autres médecins, tous les autres professionnels. Et pas que dans la médecine, en fait. Ça marche aussi pour tous les domaines clés qui font une nation, ou un ensemble de nations, bref, qui font avancer les choses. Bah, cette corruption et ce monopole de la violence fait que des personnes qui aimeraient se faire entendre, qui aimeraient dire la vérité, n'osent plus s'exprimer, rentrent dans le moule du système et se font littéralement écraser par le système. Donc il s'est fait écraser et aujourd'hui, bah, je pense qu'il se retrouve dans ce combat, hein. Il encourage vraiment à ce que ça aille jusqu'au bout et que pendant 4 ans, ou du moins pendant les 2 premières années, les choses bougent radicalement. Et aujourd'hui, on voit Macron qui s'excite, on voit les autres présidents et surtout la Commission européenne qui s'excite parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Il n'y a pas que, hein. Mais nous, par rapport aux États-Unis, on est encore plus en danger parce qu'on ne représente plus rien. On s'est fait littéralement liquider de l'intérieur par ceux qui nous dirigent. Et aujourd'hui, on est à la merci du monde entier, d'accord? Parce qu'on n'a plus de quoi se défendre. On s'est fait piller nos industries, on s'est fait piller nos brevets, nos innovations, nos cerveaux. Parce que littéralement, hein, les gens qui ont des compétences et du savoir, et qui ont en plus les moyens de partir, bah ils se cassent, quoi. Ils se font racheter à vil prix par d'autres pays, hein. Il y a la fuite des cerveaux. Donc ce qui reste en France et en Europe, c'est des pauvres et des cons. Et c'est tout. Comment veux-tu que le monde nous regarde à part pour ce qu'on est, des pauvres et des cons. Et n'y voyez pas là une attaque personnelle, hein, je m'en fous en fait. Je suis aussi con et pauvre que tout le monde. D'accord? Je suis pas en train de rabaisser la population de France et d'Europe. Je suis juste en train de dire que les seuls qui restent actuellement, c'est des gens qui n'ont soit plus les moyens, soit qui n'ont pas de compétences, qui peuvent se faire racheter très cher par d'autres pays. Ou ceux qui sont enracinés, tu vois, je veux dire. Mais globalement, c'est pas avec ce qui reste qu'on va pouvoir battre les marchés des autres pays, récupérer des marchés, avoir le monopole, avoir de la compétitivité, bref, retrouver un semblant de lettre de noblesse. C'est fini, c'est fini. Ils ont coulé le pays, enfin nos pays, de l'intérieur. Donc ça serait bien que ça foute un grand coup de pied dans la fourmilière et qu'aujourd'hui, ça change les choses aux États-Unis et que demain, la France, et j'espère pour les autres pays de l'Union européenne, ça va tilter là-dedans, que les gens vont se réveiller, vont se défendre, vont se repolitiser, vont reprendre les rênes du pays et vont dégager toute cette oligarchie financière et politique qui nous dirige et nous gouverne de l'intérieur pour leurs intérêts personnels et financiers. Voilà. Ces gens-là, il faut les dégager. Il faut reprendre le contrôle du pays. Sinon, c'est nos vies qui vont être mises en gage, entre guillemets. C'est nos vies. Quand il n'y aura plus rien à vendre, quand tout sera fait piller, c'est nos vies qui seront à vendre. C'est déjà ce qu'on est en train de faire avec la dette. Ça leur fait peur, tout ça. Ça leur fait peur. Et c'est vraiment un grand vent de fraîcheur. On ne pouvait pas espérer mieux. Même si ça va faire mal en Europe, on ne pouvait pas espérer faire mieux. Alors après, je dis ça et en même temps, je tempère parce que je me dis que quand la bête est acculée, c'est au moment où la bête sent qu'elle est en train de crever, que tout le monde tourne son fusil vers elle, que voilà, elle sent que si elle fait rien, si elle essaie pas de s'échapper, elle va se faire zigouiller. Bah, c'est à ce moment-là qu'elle fait des trucs dangereux. Elle saute dans tous les sens, elle se débat, elle met des coups de sabot, bref, elle te charge. C'est à ce moment-là qu'elle fait n'importe quoi. Et la Commission européenne et nos dirigeants, Macron y compris, s'ils se sentent acculés, s'ils sentent que ça dégénère, qu'ils perdent le pouvoir, le monopole, et là je parle de Macron, de la Commission européenne, mais aussi ça peut être très bien des big pharma et de tous ceux qui ont le monopole du pouvoir et de l'argent, s'ils se sentent acculés, ils peuvent commencer à faire n'importe quoi. Donc, commanditer des assassinats, faire de la merde au niveau économique et industriel, etc., gérer les pays comme des pieds,
en mode crime, col blanc, fois 10 000, circuler, rien à voir, c'est nous qui avons raison, fermez vos bouches ou crevez. Si vous n'êtes pas content, allez voir aux États-Unis, allez voir en Russie, allez voir en Chine si ça se passe mieux. Sinon, fermez vos gueules, travaillez pour nous et c'est tout. Et à ce moment-là, ça peut devenir très dangereux parce qu'on est déjà dans un espèce de régime de... Voilà, une république bananière. Hein. Clairement, on est dans une forme de diktat sous couvert de démocratie, etc. Mais bon, clairement, faut pas nous faire avaler la soupe par les narines. Hein, on l'a compris, hein, on le voit. À part ceux qui sont endormis, on le voit. Et bah demain, ils vont faire ça x 10. Ça peut être dangereux aussi. Mais bon, on verra bien. Je vais lire quelques commentaires et après on va se quitter là-dessus. Je suis quand même content qu'il y ait des prises de position et que ça va peut-être faire réveiller certaines personnes. Et le but, c'est que le plus de personnes possibles puissent se réveiller parce qu'au bout d'un moment, il y a un point de bascule qui s'opère. Il y a un point de bascule qui s'opère et le jour où ça va arriver, ça va faire pareil qu'aux États-Unis. C'est-à-dire que le système va s'effondrer aussi de l'intérieur par chez nous et par nous, en fait. Donc il faut éveiller des gens. C'est aussi pour ça que j'ai renommé la chaîne La Pilule Rouge et que même si j'ai pas de visibilité, parce que je subis de la censure de ouf, même si j'ai pas de visibilité, j'essaie d'informer à ma manière, comme je peux, avec mes connaissances, parce que ça fait quand même depuis 2020 que j'étudie tout ça, et actuellement encore, je comprends des choses. Hein. C'est-à-dire que j'ai pas la vision ultime, d'accord. J'ai pas la vérité toute crue dans ma bouche. Je creuse, j'apprends des choses, je tombe des nues souvent, et ça, j'essaie de le partager. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Tous ceux qui sont éveillés, tous ceux qui ont compris le manège, tous ceux qui ont compris la finalité, devraient utiliser la puissance des réseaux sociaux et donc la puissance de Musk pour essayer de réveiller nos confrères, nos compères, nos collègues, nos amis, notre famille, nos familles, nos amis, enfin bref, tous ceux qui nous entourent. Il faut les réveiller. Un grand coup de pied dans le cul, mais il faut les réveiller. Donc, allez, on va lire les commentaires. Sinon, la vidéo ne va jamais s'arrêter. Donc, premier commentaire, Nicolas, elle dit « Ce ne fut pas une campagne présidentielle, ce fut un combat spirituel. » Intéressant. Ce ne fut pas un duel entre Trump et Kamala. En vrai, il n'y avait pas de duel. Un rouleau compresseur face à une dinde, ça fait une purée de démocrates. On l'a vu, le résultat est là. Ce fut une lutte entre le bien et le mal. Entre le bien, la lumière et l'empire. Entre l'amour et la malveillance. Entre la grandeur d'âme et la perversion. L'élection de Trump n'est pas un événement politique, c'est la première victoire de Dieu, carrément, contre la mafia des Lumières qui, depuis 2 siècles et demi, détruit les âmes occidentales. Alors c'est vrai on a donné notre âme au diable, littéralement, et aujourd'hui on en paye les conséquences. Alors moi je ne suis pas croyant, je n'ai pas de religion, je n'ai pas de biais cognitif face à la religion, donc bon, je prêterai pas trop attention à ça. Mais c'est vrai qu'en fait, on s'est laissé corrompre, on s'est laissé détruire de l'intérieur, et le résultat, il est là aujourd'hui. Hein. Et aux États-Unis, ils ont tiqué, ils se sont dit attends, on a donné notre âme aux chiens là, on a donné notre pays aux chiens là. Il serait peut-être temps de se réveiller. Donc on va reprendre les rênes du pays. Et clairement, ce fut un combat contre le bien et le mal. Contre le bien et le mal. Et pour une fois, le bien semble l'avoir emporté. On verra ce qu'ils en feront. Mais pour une fois, le bien a gagné un tout petit bout de terrain et il reste plus qu'à prendre le reste en fait. C'est un premier pas, maintenant il faut conquérir tout le reste. Et Véran vient d'annoncer qu'il quitte la politique. Ah bah, je pense qu'il a plutôt intérêt à quitter la politique parce que ce mec et sa gestion de la pandémie de 2020, je pense qu'il a du souci à se faire. Parce que s'il est impliqué dans des trucs avec les big pharma et tout le bordel, dans des conflits d'intérêts, des prises d'intérêts, dans de la corruption, etc. Si demain la lumière est faite là-dessus et qu'il y a des projecteurs qui sont littéralement pointés sur des hommes politiques français, je pense qu'il y en a qui ont intérêt à disparaître. Cassez-vous avant que ça tourne mal pour vous, les gars. Olivier Clamaron dit « Merci docteur de rappeler certains faits au-delà des amnésies, clivages, illusions et conditionnements actuels.
Et c'est vrai, on est conditionné à manger du caca et on nous fait croire que le caca c'est bon. Et à force, tu vois, d'en manger et qu'on te dise que c'est bon, bah les gens finissent par y croire. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on finit par croire que bouffer de la merde, H24, du caca, c'est bon pour nous. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien moralement, physiquement, c'est bon pour ce qu'on a, ce qu'on veut devenir, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'avenir. Le caca, c'est bon. Et on est conditionné à ça actuellement. Et c'est bien que de temps en temps, il y ait certaines personnes qui disent la vérité, qui disent les choses telles qu'elles sont, au-delà des apparences et des odeurs qu'on nous fait croire, qu'on nous fait gober, qu'on nous fait accepter comme unique vérité, qu'on nous fait accepter comme quelque chose de bon pour nous. Au-delà de ça, on va au-delà de ça. C'est magnifique. Parions que Robert Kennedy Jr. mettra toutes ses énergies pour réaliser ce que son père et son oncle n'ont pas pu terminer et éclairer enfin la vérité à propos des assassinats de 1963 et 1968. Qui a commandité ces assassinats? Qui a tué ces Kennedy? Réouvrons les dossiers, mettons la lumière sur la vérité. Peut-être qu'on découvrira que la CIA fait partie de tout ça. Peut-être qu'on découvrira que l'empire du mensonge est véritablement fondé sur des mensonges. Peut-être que l'histoire qui a été écrite depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, c'est une histoire qui a été fondée sur des mensonges, comme le dit et le souligne Vladimir Poutine. Il le dit clairement, les États-Unis, c'est l'empire du mensonge. Donc, Trump est au pouvoir, réouvrons les dossiers. En espérant que Kennedy Jr. ne finira pas comme son père et son oncle, c'est-à-dire assassiné par l'État profond. C'est le meilleur hommage qu'il pourra leur rendre. Et effectivement, s'il arrive à rétablir la lumière sur ces assassinats, vous imaginez quand même, ça serait déjà ouf. Et ensuite, s'il arrive à mener les combats qu'ils ont menés et qui leur a coûté la vie avant, c'est une vraie victoire en fait. C'est une vraie victoire du camp du bien contre le mal. Donc, c'est le meilleur hommage qu'il pourra leur rendre, nous de même, et clôturer cette pertinence pour les générations de l'époque. Trump s'est engagé cette fois-ci à libérer les archives. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Libérons les archives, découvrons la vérité et mettons fin à tout ce règne du mensonge et de la corruption une bonne fois pour toutes. Parce que même si ça recontinue après que Trump soit évincé du pouvoir ou ait fini son dernier mandat, eh bien si la vérité éclate, les gens n'auront pas d'autre choix que de voir les faits. Les faits que les États-Unis ont bâti leur empire sur des mensonges. Rappelez-vous la petite fiole d'anthrax. Rappelez-vous, hein. Powell a déclenché, enfin Powell, pas que Powell, mais Powell a, comment dire, rendu légitime un conflit en Irak en agitant de la poudre dans une petite fiole, de la farine. Si ça, c'est pas un mensonge monumental, je sais pas ce que c'est. Donc imaginez tous les autres mensonges qu'on nous cache, tous ceux qui voilà, se sont révélés à nous, mais dont on n'a pas les preuves, et tous ceux dont on n'a même pas connaissance. Imaginez le délire total. Qui a donc si peur de la vérité et de la mise en lumière? Point d'interrogation. Tout comme tout a été fait pour nous faire oublier le formidable potentiel du corps humain, de notre système immunitaire inné et acquis, de notre ADN, des cœurs, des consciences et des âmes. Ils ont tout fait pour faire en sorte que l'homme ne devienne qu'une machine à cash finalement. Une machine à cash. Votre système immunitaire ne sert à rien. Prenez ce qu'on vous donne. Mangez nos médicaments. Faites-vous injecter ce qu'on vous donne. Vous inquiétez pas. On a tout pris en main et on va tout gérer à votre place. Votre corps, votre âme, votre esprit, tout ça, donnez-le nous. Donnez-le nous et surtout donnez de l'argent. C'est le plus important. Avant tout ça, donnez de l'argent. Au prix de votre vie s'il faut, mais donnez de l'argent. C'est un beau commentaire. C'est un beau commentaire. Bon, on va pas aller plus loin, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps, encore une fois, et je vais encore passer à côté de vous, cher public. Et c'est dommage, parce que si on veut éclairer les gens et réveiller des consciences, il faut quand même un peu de visibilité, donc bon, on va s'arrêter là.
Je vous laisse regarder les commentaires si ça vous intéresse. Je les fais défiler pendant que je vous dis au revoir. Surtout, ne cédez pas à ce pouvoir, ne cédez pas à ce système ultra corrompu. Vous avez vu, hein, je vous ai montré un noyau de 147 entités supranationales, donc des multinationales interconnectées, financiarisées et tout le bordel qui œuvrent dans l'ombre. Ça, c'est un petit échantillon, d'accord? C'est un noyau d'un échantillon de 30 millions. Je vais juste retourner voir, mais si je dis pas de bêtises, 30 millions d'entreprises qui sont actives sur les 7 continents. Voilà, donc 30 millions d'acteurs économiques qui étaient contenus dans une base de données en 2007. Donc imaginez maintenant, ça doit être titanesque. Et donc forcément, il faut arrêter tout ça. Voilà, la guerre et tout le bordel, tout ça, c'est financier, hein. La guerre, c'est de la finance. La guerre, ça rapporte de l'argent et ça a toujours été une industrie qui rapporte de l'argent. Donc c'est bon, c'est sain pour l'économie de déclarer des guerres, d'entretenir des guerres et de faire en sorte que des gens aillent mourir sur du champ de bataille. On détruit, clairement, on détruit des outils de production, on détruit du mobilier, de l'immobilier, on détruit de l'humain, et après, il faut tout reconstruire. Donc pendant, ça rapporte de l'argent, et après, tu reconstruis, donc ça rapporte encore de l'argent. Et quand tu as le monopole de l'argent, quand tu t'appelles BlackRock, Vanguard et tout le bordel, bah, tu as le pouvoir d'aller conquérir ces marchés, d'aller reconstruire, de réorganiser ce pays, de réécrire l'histoire une nouvelle fois. Tout ça, ça rapporte du fric, les copains. Effectivement, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, ça chie dessus vénère. Didier Raoult le dit, c'est la fin de la mafia a peur, la mafia en danger. Et effectivement, j'espère qu'elle est véritablement en danger et que tout ça, ça sera bientôt derrière nous. Merci Trump. Donald Trump devient le 47e président des États-Unis. Meilleure nouvelle de l'année 2024, je pense. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez, surtout partagez. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Musk arrive avec son lavabo et on va faire un grand tri dans cette institution américaine qui est corrompue de A à Z. C'est une corruption verticale. Clairement, ils sont en train de se chier dessus parce que ça remet leur existence en cause. On a une économie à plat. On ne représente plus rien sur la scène internationale. On s'est fait vider notre substance par les autres pays. On les a enrichis. Donc, les 27 pays de l'Union européenne se sont massivement appauvris, pendant que d'autres, c'était déjà des géants, sont devenus des titans. Depuis que Trump est passé au pouvoir, il y a des révélations qui risquent de se faire avec justement l'affaire Epstein. Donc on verra bien. On verra bien ce que ça va donner. Mais le fait est que cette mafia commence à se chier dessus. On a un basculement dans le sens où les médias mainstream sont en train de perdre la main. Et c'est pour ça qu'ils essayaient de censurer à mort tous ces médias sociaux. C'est parce que le peuple peut reprendre le pouvoir. Le peuple a un moyen de s'exprimer, il a un moyen de contourner les médias mainstream, il a un moyen de contourner le discours officiel qu'on leur impose. Et donc, et ça leur fait peur. Parce que quand ils perdent ce pouvoir médiatique, ils perdent un levier d'influence phénoménal. Parce que les médias font partie du pouvoir, d'accord? C'est un levier de pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'accapares tout, et à la fin, quand tu as tout, bah, c'est toi qui as le pouvoir d'appliquer du totalitarisme. Tu as le pouvoir, en fait. C'est toi qui appliques ta propre loi, tes propres règles, et les autres n'ont qu'à bien se tenir. Les résultats de cette étude sont frappants. Elle révèle l'existence d'un noyau composé de 147 multinationales qui monopolisent à elles seules 40%, 40% du chiffre d'affaires généré par les entreprises dans le monde. Vous allez avoir des acteurs politiques qui vont se mêler à des acteurs économiques, et ces acteurs économiques sont tellement puissants, ont tellement de capital, qu'ils peuvent appliquer sur des États leur volonté et les faire plier. Et c'est ce qui se passe depuis des dizaines d'années en fait. Imaginez un petit peu la puissance de ce noyau dur, comment il doit être aujourd'hui. Et c'est un échantillon, d'accord? C'est un échantillon de 30 millions d'acteurs économiques qui étaient contenus dans la base de données en 2007. Imaginez le délire, imaginez le délire. Donc, le discours officiel ne va pas te le dire, hein. On va te faire croire que c'est pour la bonne cause, que c'était les meilleures décisions à prendre, que c'était les meilleurs choix à faire, que tout est beau, que tout est blanc, que tout est merveilleux. Bref, circuler, il n'y a rien à voir. En attendant, il y a des gens qui s'enrichissent, il y a des gens qui prennent des décisions qui tuent réellement des personnes. Bref, c'est des crimes en col blanc. C'est des gens qui... Par rapport aux États-Unis, on est encore plus en danger parce qu'on ne représente plus rien. On s'est fait littéralement liquider de l'intérieur par ceux qui nous dirigent. Et aujourd'hui, on est à la merci du monde entier, d'accord? Parce qu'on n'a plus de quoi se défendre. On s'est fait piller nos industries, on s'est fait piller nos brevets, nos innovations, nos cerveaux. Parce que littéralement, les gens qui ont des compétences et du savoir, et qui ont en plus les moyens de partir, bah ils se cassent, quoi, ils se font racheter à du prix par d'autres pays, hein.
On va revenir sur ce que disait docteur Didier Raoult. Donc, le premier est la loi anti-monopole. Donc, le premier, c'est le champ défini pour empêcher le totalitarisme du capital, du capitalisme. Donc, on revient, voilà. Donc, le premier est la loi anti-monopole. Gates en avait déjà fait en partie l'expérience il y a 20 ans. Mais la réponse à cette loi est la constitution du consortium échappant à la loi anti-monopole, y compris dans les presses médicales, et de créer des fondations pseudo-philanthropiques permettant de défiscaliser et de déterminer au nom des bons sentiments de la politique de santé mondiale, par l'intermédiaire de l'OMS, leur façon de faire, quoi, leur façon de gérer leurs affaires. C'est-à-dire qu'en gros, sous couvert de philanthropie, bah, ça s'immisce un petit peu partout dans les affaires mondiales et ça va décider de ce que tu vas bouffer, de ce que tu vas te faire injecter dans le corps, euh, de la merde que tu vas bouffer littéralement en gérant des lobbies de l'alimentaire par exemple. Qu'on va te faire bouffer gras, salé, on va te faire bouffer de la malbouffe saturée de graisse, etc. Au final, ta santé se dégrade, on va te faire bouffer du tabac, on va te faire bouffer de l'alcool, enfin bref, t'as compris. On va faire en sorte que ton niveau de santé se dégrade à mort, et ensuite on va faire tourner les industries des big pharma, par exemple. Et tout ça sous couvert de philanthropie, parce qu'on va donner beaucoup d'argent avec nos associations, nos fondations, etc., dans l'OMS, etc. D'ailleurs, ils sont majoritaires, donc ils contrôlent l'OMS en partie. Bref, vous avez compris l'idée, quoi. Tu as du capital, tu mets sous couvert de philanthropie, donc en gros de générosité, de dons, de tout ce que tu veux, de l'argent dans des entités qui vont pouvoir gérer à ta place. Et finalement, c'est toi qui as les rênes. C'est toi qui as les rênes. Donc c'est un moyen détourné de contourner cette loi contre le totalitarisme du capitalisme.
Et aujourd'hui, on voit Macron qui s'excite, on voit les autres présidents et surtout la Commission européenne qui s'excite parce qu'ils savent qu'ils sont en danger. Il n'y a pas que, hein. Mais nous, par rapport aux États-Unis, on est encore plus en danger parce qu'on ne représente plus rien. On s'est fait littéralement liquider de l'intérieur par ceux qui nous dirigent. Et aujourd'hui, on est à la merci du monde entier, d'accord? Parce qu'on n'a plus de quoi se défendre. On s'est fait piller nos industries, on s'est fait piller nos brevets, nos innovations, nos cerveaux. Parce que littéralement, les gens qui ont des compétences et du savoir, et qui ont en plus les moyens de partir, bah ils se cassent, quoi, ils se font racheter à du prix par d'autres pays. Hein. Il y a la fuite des cerveaux. Donc ce qui reste en France et en Europe, c'est des pauvres et des cons. Et c'est tout. Comment veux-tu que le monde nous regarde? À part pour ce qu'on est, des pauvres et des cons. Et n'y voyez pas là une attaque personnelle, hein, je m'en fous en fait. Je suis aussi con et pauvre que tout le monde. D'accord? Je suis pas en train de rabaisser la population de France et d'Europe. Je suis juste en train de dire que les seuls qui restent actuellement, c'est des gens qui n'ont soit plus les moyens, soit qui n'ont pas de compétences, qui peuvent se faire racheter très cher par d'autres pays. Ceux qui sont enracinés, tu vois, je veux dire. Mais globalement, c'est pas avec ce qui reste qu'on va pouvoir battre les marchés des autres pays, récupérer des marchés, avoir le monopole, avoir de la compétitivité, bref, retrouver un semblant de lettre de noblesse. C'est fini, c'est fini. Ils ont coulé le pays, enfin, nos pays, de l'intérieur. Et Véran vient d'annoncer qu'il quitte la politique. Ah bah, je pense qu'il a plutôt intérêt à quitter la politique. Parce que ce mec et sa gestion de la pandémie de 2020, je pense qu'il a du souci à se faire. Parce que s'il est impliqué dans des trucs avec les big pharma et tout le bordel, dans des conflits d'intérêts, des prises d'intérêts, dans de la corruption, etc., si demain la lumière est faite là-dessus et qu'il y a des projecteurs qui sont littéralement pointés sur des hommes politiques français, je pense qu'il y en a qui ont intérêt à disparaître. Cassez-vous avant que ça tourne mal pour vous, les gars. Olivier Clamaron dit merci docteur de rappeler certains faits au-delà des amnésies, clivages, illusions et conditionnements actuels. Et c'est vrai, on est conditionné à manger du caca et on nous fait croire que le caca c'est bon. Et à force, tu vois, d'en manger et qu'on te dise que c'est bon, bah les gens finissent par y croire. Et c'est ça le vrai problème. C'est qu'on finit par croire que bouffer de la merde, H24, du caca, c'est bon pour nous. Ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien moralement, physiquement, c'est bon pour ce qu'on a, ce qu'on veut devenir, c'est bon pour le business, c'est bon pour l'avenir. Le caca, c'est bon. Et on est conditionné à ça actuellement. Et c'est bien que de temps en temps, il y ait certaines personnes qui disent la vérité, qui disent les choses telles qu'elles sont, au-delà des apparences et des odeurs qu'on nous fait croire, qu'on nous fait gober, qu'on nous fait accepter comme unique vérité, qu'on nous fait accepter comme quelque chose de bon pour nous. Au-delà de ça, on va au-delà de ça. C'est magnifique. Parions que Robert Kennedy Jr. mettra toutes ses énergies pour réaliser ce que son père et son oncle n'ont pas pu terminer et éclairer enfin la vérité à propos des assassinats de 1963 et 1968. Qui a commandité ces assassinats? Qui a tué ces Kennedy? Réouvrons les dossiers, mettons la lumière sur la vérité. Peut-être qu'on découvrira que la CIA fait partie de tout ça. Peut-être qu'on découvrira que l'empire du mensonge est véritablement fondé sur des mensonges.
Peut-être que l'histoire qui a été écrite depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans et plus, c'est une histoire qui a été fondée sur des mensonges, comme le dit et le souligne Vladimir Poutine. Il le dit clairement, les États-Unis, c'est l'empire du mensonge. Donc, Trump est au pouvoir, réouvrons les dossiers. En espérant que Kennedy Jr. ne finira pas comme son père et son oncle, c'est-à-dire assassiné par l'État profond. C'est le meilleur hommage qu'il pourra leur rendre. Et effectivement, s'il arrive à rétablir la lumière sur ces assassinats, vous imaginez quand même, ça serait déjà ouf. Et ensuite, s'il arrive à mener les combats qu'ils ont menés et qui leur a coûté la vie avant, c'est une vraie victoire en fait. C'est une vraie victoire du camp du bien contre le mal. Tout comme tout a été fait pour nous faire oublier le formidable potentiel du corps humain, de notre système immunitaire inné et acquis, de notre ADN, des cœurs, des consciences et des âmes. Ils ont tout fait pour faire en sorte que l'homme ne devienne qu'une machine à cash finalement. Une machine à cash. Votre système immunitaire ne sert à rien. Prenez ce qu'on vous donne. Mangez nos médicaments. Faites-vous injecter ce qu'on vous donne. Vous inquiétez pas. On a tout pris en main et on va tout gérer à votre place. Votre corps, votre âme, votre esprit, tout ça, donnez-le nous. Donnez-le nous et surtout donnez de l'argent. C'est le plus important. Avant tout ça, donnez de l'argent. Au prix de votre vie s'il faut, mais donnez de l'argent. C'est un beau commentaire, c'est un beau commentaire. Bon,